Bonjour, Fabien Charbonnin, je vais vous parler après la présentation de Stéphane Labranche hier, je vais revenir sur le projet Checkbox. Donc moi j'intègre l'équipe à partir de Checkbox, dans l'équipe qui travaille sur Grenoble. C'est un projet, donc en rappelant rapidement, c'est un peu comme ambassadeur, on recrute des personnes, 30 personnes, 2 fois 15 en fait, à qui on distribue des microcapteurs pendant quelques semaines. Et ensuite, on récupère les données. Ça, c'est Atmo, Aubrey Monette qui s'en occupe, et les sociologues font donc des entretiens en directif après ça. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, là, on en est au départ de Checkbox, hein, ça a commencé en janvier. Ce qui m'intéresse, c'est de consulter la base, et de travailler sur la base sur laquelle se sont inscrites, donc les plateformes sur lesquelles se sont inscrites les personnes qui voulaient avoir un microcapteur. Donc on a eu 383 réponses, 383 inscriptions, donc avec un questionnaire qui fait une cinquantaine de questions. Et donc c'est à partir de ce questionnaire, de cette base, qu'on a décidé, vu le nombre de réponses qu'elle avait engendré, de la toiletter et d'en faire une source d'information sociologique. Donc pour être plus précis sur la base, voilà en gros comment elle est composée. Donc les questions qui étaient posées concernaient d'abord la qualité de l'air, avec des questions sur la connaissance et la perception de la qualité de l'air. Ensuite, des questions sur le mode de chauffage, puisque le projet de Checkbox, c'est le rapport entre particules fines et chauffage au bois en particulier. Le mode de chauffage, donc sur les différents types d'installations de chauffage des personnes qui répondaient, mais aussi sur la conduite de chauffe, comment ils gèrent leur chauffage. Habitation aussi, donc les questions relatives au lieu où les gens habitent, s'ils sont propriétaires, s'ils sont locataires, s'ils sont dans des maisons ou dans des appartements. Une rubrique qui était technologique, qui concernait plutôt la question de savoir s'ils étaient connectés, s'ils avaient des montres connectées, s'ils étaient connectés aux réseaux sociaux, etc. Et puis une dernière série de questions concernant les personnes en tant que telles, donc des questions beaucoup plus sociologiques classiques, hein, CSP, âge, sexe, etc. Donc c'est à partir de ces questionnaires qu'on est en train de construire une base de données sociologiques. Les questionnaires étaient faits pour décrire des profils de personnes, un peu comme ce qu'a décrit Gwendolyn Blair. Là, donc, je vais revenir sur cette diversité en fait, des personnes recrutées. Et là, il s'agissait de recruter des personnes et de recruter des personnes assez précises, pour avoir une diversité relativement forte des personnes, en sachant quand même que la diversité, elle était contrainte par le fait qu'on s'était dit qu'on allait recruter 22 personnes avec un chauffage au bois sur les 30 personnes recrutées. Voilà, alors voilà l'état, on va dire, de la base, une première approche de la base. Sur cette base, moi je viens plutôt des sciences participatives, de la biodiversité, comme on l'a vu avec Brigitte Quiraud hier. Donc je vais repartir de cette question du colloque de qu'est-ce que les sciences participatives ont à faire avec les capteurs, les microcapteurs de pollution de l'air. Donc c'est les sciences participatives, quand on travaille sur la démocratie technique ou sur les sciences participatives, on est confronté à un paradoxe. Le premier terme du paradoxe, c'est le fait que les microcapteurs sont distribués à des personnes qui vont les utiliser dans des formes de sociabilité, dans des formes d'utilisation symbolique. Dans le cadre familial, le rapport de Deloitte sur les microcapteurs explique bien que le changement, la question de l'attitude par rapport au changement se fait au niveau familial en particulier. Donc familial, mais aussi professionnel. On a des personnes qu'on a interviewées qui nous expliquent qu'elles ont utilisé le microcapteur auprès de leurs collègues. Donc il y a toute cette dimension de sociabilité
et donc de ce qu'on appelle en sociologie la question des représentations sociales, comment les gens se représentent la pollution de l'air grâce aux microcapteurs et comment donc ils se constituent des représentations sociales. Ça c'est le premier thème du paradoxe des sciences participatives. Le deuxième terme qui est associé à ce premier terme, c'est effectivement que les sciences participatives, ça sert à mesurer la qualité de l'air, mesurer la biodiversité, etc. Donc ça c'est le deuxième point qui est important de comprendre, c'est qu'on donne des capteurs pour de la mesure, pour faire de la mesure en temps réel et qu'on puisse... Donc il y a toute une procédure à respecter. Donc les capteurs, on les donnait avec des séances de formation, donc a parlé Stéphane hier, séances de formation assez précises, avec des règles du type, si vous utilisez votre capteur à l'intérieur puis à l'extérieur, il faut respecter un certain temps parce que sinon le capteur va mal fonctionner, ce type de règles. Et puis un transfert quasi automatique des données remontées sur la base de données d'Atmo Aura, donc pour avoir une sorte de fiabilité, de robustesse, de justesse de l'information transmise par les microcapteurs. Donc ça c'est le deuxième point du paradoxe. Donc en résumé, premier checkbox et les coopérations avec les microcapteurs, concerne à la fois des convenances personnelles ou des sortes d'éthos particuliers des personnes qui utilisent le microcapteur, et puis en même temps la collecte d'un savoir à prétention d'une certaine justesse de la mesure. Donc on est sur ce paradoxe-là dans les sciences participatives, et là je pense que le projet Checkbox est exactement situé à cet endroit-là. Alors pour comment dire, traiter ce paradoxe, donc qui vient du fait que on peut, avec les sciences participatives et avec le microcapteur, on ne peut pas déléguer à un espace confiné le choix de la mesure technique. Donc là, il n'y a pas de confinement de la mesure, puisqu'on sait à travers la population que se mesure la qualité de l'air. Alors, une manière de traiter ce paradoxe, qui apparaît très très fortement, c'est la pondération des données et un certain scrupule scientifique vis-à-vis des données. Alors ce scrupule, il est à la fois métrologique et à la fois statistique. Donc pour revenir sur la composition de la base, voilà comment le questionnaire se développait et comment la base est constituée. Donc il y a des questions diverses, relatives soit à la connaissance de la pollution de l'air, soit et des particules fines et sur leurs effets, soit à des questions beaucoup plus qualitatives, on va dire, sur l'impact sur la santé, l'impact imaginé de la pollution de l'air sur la santé pour les gens, la gêne, le degré de gêne par rapport à ce qu'ils ressentent de la pollution de l'air, etc. Donc par rapport à cet ensemble de questions, les scientifiques ou le traitement de la base connaît deux types de pondération. La première pondération, elle est métrologique, donc il s'agit bien de traiter de questions dont la réponse pour certaines questions est soit vraie, soit fausse, d'une certaine manière, en exagérant le trait. Et puis, ça c'est la partie métrologique, et puis pour la partie statistique, sociologie statistique, les réponses peuvent être signifiantes ou insignifiantes. Donc on est sur le double niveau, justesse, erreur, ou réponse signifiante et insignifiante. Alors, pour ce qui est la première pondération, donc comment on pondère les réponses qui peuvent être soit justes, soit erronées ou relativement erronées. Ça, c'est le fait que le microcapteur soit indexé à une base, à un protocole et à un traitement de données métrologiques. On sait que par rapport à l'incertitude qui pèse sur ce type de données, les scientifiques, ça a été vu dans la littérature, se font fort de rentrer dans les détails de la mesure.
Donc on a des mesures qui vont être différées. On sait que, par exemple, une question comme quelle est la saison la plus polluée, on a des réponses circonstanciées de la part des scientifiques grâce aux outils de mesure météorologique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la signification des données qu'on a relevées dans le questionnaire et qui sont dans la base de données. C'est la statistique sociologique. Et là aussi, on peut très bien avoir des statistiques sociologiques. Il y a une pondération qui se fait par le statisticien qui va, par exemple, traquer des artefacts statistiques. Par exemple, si on considère que, si on regarde que 50% ou 55% des femmes sont plus sensibles à la pollution de l'air telle qu'elles le déclarent dans leur question par rapport aux hommes, c'est pas évident que ce soit cette donnée-là qui soit effectivement valable si elle masque une autre variable qui peut être la question de la formation en CS, du nombre de l'état de la profession de la personne et de sa catégorie socio-professionnelle. Donc, voilà, en gros, le deal pour la pondération statistique, c'est-à-dire traquer les artefacts statistiques. Donc voilà, on est en face de deux types de pondération, une pondération métrologique et une pondération statistique qui vont être opératoires sur le traitement de la base de données qu'on est en train de monter, des 383 répondants. Alors j'avais prévu de donner cet exemple à travers la question de la saison la plus polluée. Je passe l'exemple, on pourra y revenir dans la discussion. Pour arriver à cette question donc, de comment on associe représentation sociale et mesure juste, ou à prétention de justesse, dans Checkbox. Donc comment on associe des éléments de connaissance, disons, à des éléments de sens, des éléments qui concernent le degré de justesse de l'information et des éléments qui concernent le degré de signification, de signifiance de l'information pour les personnes. Et là, c'est là où je convoquerai un ethnométhodologue, Melvin Pollner. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. 5 minutes ? Ouais. Je termine là-dessus. Melvin Pollner, qui est un ethnométhodologue qui a étudié la question de comment on représente la réalité à travers l'étude de cours de justice qui concerne le trafic, qui gère des problèmes de trafic urbain et donc des cours de justice sur des accidents de la route ou des infractions au trafic, etc. Et il montre très bien que devant une information qui se passe dans la cour, il s'agit de créer une narration qui va décrire comment l'accident s'est passé, comment l'infraction s'est passée, avec des points de vue discordants dans la cour de justice et le juge qui va pondérer tous ces points de vue. Donc c'est un peu en m'inspirant de cette chose-là que je m'interroge, ça c'est vraiment une interrogation qui va porter ses fruits dans le futur, du fait qu'on est en face, et dans les micro-capteurs c'est le même cas, on est en face d'une seule réalité postulée, réalité de la pollution de l'air, mais par contre de plusieurs perceptions de cette pollution. Donc une réalité objective, on va dire, et plusieurs perceptions, de multiples perceptions subjectives. Donc c'est à partir de là qu'on peut extrapoler sur la base, en montrant que ce qui crée la différence entre des perceptions et la réalité, c'est le fait de la correction du biais. C'est-à-dire que c'est quand des perceptions différentes sont corrigées comme un biais, sont appelées des biais dans l'analyse et sont corrigées par le traitement de l'information. Le biais est donc reconnu comme une propriété émergente de la base, c'est un peu ça le principe, puisque je parle de cette base de données. Et la pondération dont j'ai parlé est alors l'opération pour révéler les biais et détruire la discordance entre les versions et la corriger. La discordance qu'on a entre les versions, on l'a vu avec les exemples multiples de Gwendolyn Lair, c'est-à-dire quand on commence à étudier les personnes et comment elles se comportent avec les microcapteurs, on a une liste de 15, 20 différentes cas et figures. Voilà. Et alors, pour finir, je terminerai là-dessus. L'objectif de Melvin Pollner, c'est d'échapper à la double version d'autorité, ou principe d'autorité, qui va dire que, in fine, les données sont objectives d'un côté,
Ça, c'est une première position d'autorité. Ou alors, les données, in fine, sont conventionnelles, c'est-à-dire que sur les 383 répondants, il y a une convention qui émerge et qui va dire que la convention de la pollution de l'air, par exemple, la saison de la pollution de l'air, c'est l'été ou l'hiver. Je terminerai sur une troisième possibilité d'interprétation, donc l'interprétation par l'objectivité, l'interprétation par la convention. Il y a une troisième dimension qui émerge en fait quand on commence à regarder la base et quand on commence à faire des entretiens avec les personnes après coup, c'est que ces personnes anticipent, quand elles répondent au questionnaire sur la base, anticipent la bonne réponse qu'il faut avoir pour être sélectionné parmi les 30 personnes qui vont avoir les microcapteurs. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a les bons élèves. Et ça, on le sait à travers les motivations. On avait une question dans le questionnaire qui concernait les motivations. Et là, on avait du texte libre, donc les personnes ont pu écrire du texte. Et je vous donnerai juste en conclusion ces deux dernières versions qui montrent comment en fait, les personnes ont individualisé en fait, la mesure, puisqu'elles veulent s'en servir pour elles-mêmes ou pour donner de l'information sur les indicateurs, etc. Et en fait, c'est la troisième version, à côté de la convention, à côté de l'objectivité, troisième version de la correction, de la réduction de la discordance, c'est autour de personnes qui intègrent la norme de l'individualisme, de l'individualité de la mesure, qui est permise par les microcapteurs, et sur lesquels je crois que Stéphane a terminé hier. Donc cette dimension individuelle en fait, de la mesure, qui est aussi une façon de polisser les discordances qui sont présentes dans la base. Je vous remercie. Oui, bonjour. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait des critères concernant la métrologie dans votre sélection? Parce que typiquement, moi, j'ai été confronté à ce cas-là. S'il y a, par exemple, deux citoyennes sélectionnées sur des critères sociologiques qui sont voisins, quoi. Donc, en termes de métrologie, moi, ça me pose un problème que sur 15 capteurs, il y en a deux qui sont côte à côte. Côte à côte dans la... Oui, s'il y a deux voisins, par exemple, dans une même... Alors, oui, non, on n'avait pas ça. On est sur Grenoble-Alpes Métropole, donc on est vraiment sur un territoire très, très large, et il y a, a priori, personne ne se connaissait, c'est ce que disait Stéphane, les gens ne se connaissaient pas. On est sur donc la variation... C'était pas une question de se connaître, c'était une question sur la métrologie, si j'avais deux données qui étaient prises au même endroit. Alors, avec le système de checkbox, en fait, ce sont des parcours qu'on a vu, ce sont des sessions, ce sont des parcours. Donc, il n'y a pas très peu de mesures fixes sur un domaine, c'est vraiment des parcours. En fait, c'est plus un point de réflexion pour le colloque en général. Je trouve que tu renvoies des choses super intéressantes. Je ne pensais pas que tu allais avoir... Pourtant, j'ai lu ton texte, mais tu as pris encore plus de distance par rapport au projet que je pensais. Sur le côté subjectif-objectif, en termes de méthodes de sociaux, je travaille souvent avec des technologues, avec des sciences naturelles, etc. Et ils s'attendent justement à ce que le sociologue arrive pour combler le fossé entre la vérité scientifique et ce que les gens ne comprennent pas. Okay? Moi, en tant que sociologue, quand je fais ma recherche et je fais mon analyse, il n'y a pas de mauvaises données, il n'y a pas de fausses informations. Toutes les informations sont bonnes, sociologiquement parlant, même si elles sont fausses scientifiquement. C'est une première attitude d'analyse. Mais ensuite, quand il faut faire des préconisations, si on se rend compte qu'effectivement, il y a seulement 10% des gens qui pensent ou qui comprennent que le chauffage au bois est la première source de particules, il y a, en termes de socialisation, de sensibilisation, de communication, il y a quelque chose à dire qui me fait sortir de mon attitude de chercheur que toute information est bonne pour dire non, là, il y a un fossé à fermer. Mais ça pose des questions de méthode et ça pose des questions aussi d'interaction avec différentes disciplines qui n'ont pas cette même, ce même positionnement épistémologique par rapport à la donnée. Et c'est des discussions parfois qui sont un petit peu délicates à avoir entre disciplines et qu'il faut avoir dès le départ dans un projet parce que après dans l'analyse, ça peut poser problème, voire dans les entretiens semi-directifs. Et là, là, on peut avoir des biais, on peut avoir... Et pour moi, ça soulève des questions qui sont transversales à plusieurs présentations du colloque.
J'avais une question sur le dernier aspect que vous avez abordé. Vous parlez d'une double autorité interprétative, donc sur les données objectives ou les données, on va dire, conventionnelles, qui deviendraient... Et donc vous avez terminé en parlant d'une troisième voie qui serait plutôt portée sur l'individualité de la mesure, et je voulais savoir si vous pouvez préciser ce que vous entendez par individualité. D'accord. En fait, ce sont je parle sur des effets, c'est-à-dire sur l'effet que la réponse produit sur l'ensemble des données constituées. C'est-à-dire, je m'intéresse pas à la question de savoir s'il y a une volonté derrière les réponses, un libre arbitre donc quand je dis individualisation, c'est pas le libre arbitre de la personne qui répondrait en son âme et conscience et qui va dire voilà je choisis tel et tel truc. Donc c'est pas ça. C'est l'effet produit par l'ensemble des réponses qui dénote le fait que le système dans lequel on est, c'est-à-dire avec les microcapteurs, individualise les réponses. C'est-à-dire qu'effectivement, les microcapteurs, c'est fait pour... et ça, c'est un point qu'on a vu historiquement. Moi, je viens de la socio-histoire des pollutions de l'air. On voit très bien se développer cette individualisation-là, c'est-à-dire une conjonction entre des systèmes techniques, on va dire, donc les microcapteurs, et puis une évolution sociale qui fait qu'il y a de plus en plus d'injonctions qui sont portées sur les épaules des personnes pour dire c'est à vous la responsabilité de changer. Donc et on est vraiment dans ce niveau de l'individualisation là. Donc il ne s'agit pas de dire c'est le libre arbitre de la personne, il s'agit de dire ce sont des effets produits par la manière dont on répond et dont on estime qu'on doit répondre de manière correcte. Donc c'est sur la correction de la réponse qui fait que à la fin on individualise notre réponse. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Pour juste finir là-dessus, quand on a fait l'histoire de la pollution de l'air en France, on voit très bien trois époques, c'est-à-dire l'époque du sensible, ça c'est le début du XXe siècle, où on regarde les fumées, on note les suies, il y a très peu de mesures de pollution invisible, on va dire. Alors, on est sur de l'émission, de la pollution à l'émission, donc ce qui sort des cheminées en particulier, etc. On arrive à une phase technique dans les années 50, 45-50, jusqu'aux années 90, et c'est des choses qui se cumulent, c'est pas des choses. Et donc ça se cumule, donc ça c'est le deuxième étape, c'est les pollutions deviennent des pollutions à l'émission, c'est-à-dire on va mesurer les fonds urbains, et on mesure des pollutions invisibles, et puis à partir des années 90, les années 2000, on arrive à la pollution individuelle, c'est-à-dire où la pression va être sur la mesure de ce qui se mesure au niveau de la personne. Et typiquement les microcapteurs, on est là-dedans. C'est qu'est-ce qui se mesure au niveau de la personne. Donc on a une individualisation de la mesure historique qui arrive à ce moment-là.